Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité, Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Alors l'actualité, Valérie Pécresse, c'est la commémoration 10 ans après des attentats de Montauban et de Toulouse. À Montauban, où l'on a tué Mohamed Legouad, Abdel Chenouf et Imad Imzaten parce qu'ils étaient militaires. Et à Toulouse, où l'on a massacré Jonathan Sandler, ses fils Harry et Gabriel et la petite Myriam Monsénégo parce qu'ils étaient nés juifs. Comment, Valérie Pécresse, une telle horreur a pu se dérouler sur le sol de notre France, la patrie des Lumières, le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? Je crois que justement, c'est parce que nous représentons les Lumières, c'est parce que nous représentons l'égalité, la liberté, la fraternité, que les islamistes ont voulu frapper sur notre sol. Et je crois que ils ont frappé des symboles de la République, deux symboles de la République, parce que quand on attaque un militaire, eh bien, on s'en prend à toute la nation française. Surtout quand, en plus, ce militaire est de confession musulmane. Et puis, ils ont voulu s'en prendre aux Juifs de France. Et quand on s'en prend à un Juif de France, on s'en prend à toute la France. J'ai été moi-même hier à l'école Hors-Torah, désormais ancienne école aux Zaratora, et j'ai été rencontrer le directeur Monsonégo, Yaakov Monsonégo, et sa femme Yafa. Et j'ai vu que ce terroriste islamiste, dont je ne prononcerai pas le nom parce que je ne veux pas en faire un héros, ce terroriste islamiste, il a voulu semer la haine dans notre pays. Et en réalité, eh bien, il a semé un formidable élan de solidarité et d'amour. Et ce qui était extraordinaire hier, c'est que pour ce 10e anniversaire de la mort de la petite Monsénégo, eh bien, tous les anciens élèves avaient fait le voyage, étaient venus. La petite Monsonégo, tu es à bout touchant. Étaient venus, tous les anciens élèves étaient venus pour ne pas laisser leur directeur seul face à ce moment si douloureux pour lui. Et même un jeune ancien élève, Jonathan Chitrit, qui a écrit un livre pour libérer la parole pendant le confinement. C'était très beau, c'était très touchant, il y avait énormément d'amour et il y avait surtout une France debout. Et je voudrais aussi associer évidemment à ce moment Samuel et Myriam Sandler, qui sont des amis de longue date, puisqu'ils présidaient la communauté juive de Versailles, dont j'étais la députée pendant des années. Alors, à côté d'un vieil antisémitisme de l'extrême droite, il y a un nouvel antisémitisme de ces jeunes des quartiers obnubilés par l'islam et par la haine d'Israël. Un antisémitisme qui tue. Depuis l'assassinat d'Ilan Halimi, c'était en 2006, il y a 15 ans, 16 ans, des juifs français ont été assassinés parce qu'ils étaient nés juifs. L'État, le gouvernement, la société française serait-il impuissant face à ce nouveau mal français? Et puis, est-ce que vous mettez un signe égal entre antisionisme et antisémitisme? Eh bien, je sais que, évidemment, l'antisionisme est souvent le masque pour cacher ce nouvel antisémitisme. Et donc, ce que je souhaite, c'est que l'on reprenne la définition de l'antisémitisme, qui est la définition internationale, et qui permet de couvrir toutes les formes d'antisémitisme, même celles qui sont masquées. Mais je voudrais revenir sur ce que vous dites. Comment est-ce que on arrive dans nos quartiers à faire en sorte que l'on n'importe pas les conflits du Proche-Orient et que on ne fasse pas un antisémitisme nouveau dans notre pays. Je crois que l'éducation est importante. Je crois que le rôle des médias est important. Je crois qu'on doit être en tolérance zéro vis-à-vis de toutes les formes d'antisémitisme sur notre sol. Yitzhak Herzog, le président de l'État d'Israël, présent aujourd'hui aux côtés d'Emmanuel Macron à Toulouse, écrit dans Le Monde de ce week-end « Je crois toujours que la raison pour prévaloir, cette haine irrationnelle doit disparaître ». Je crois qu'il a raison, mais je crois que ça nécessite un devoir de mémoire. Vous savez, dans ma région, j'emmène chaque année les lycéens de toutes sortes de territoires à Auschwitz. Je crois que nous avons besoin de ces partenariats avec la Fondation pour le Mémorial de la Shoah. Nous avons besoin de nous souvenir de notre histoire, parce que, comme le disait si bien Elie Wiesel, quand on ne se souvient pas de son histoire, eh bien, malheureusement, on se condamne à ce qu'elle se répète. Donc je crois beaucoup au rôle de l'éducation, et je crois beaucoup au rôle de ces commémoration. Alors au passage, Yitzhak Herzog affirme dans la même tribune du Monde que la France est l'un des plus proches alliés de l'État d'Israël. Elle est présidente le 24 avril. Est-ce que vous changerez quelque chose aux orientations de la France, de la diplomatie française au Proche-Orient et face à Israël? Mais je crois que c'est exact. Je crois que la France est un allié
d'Israël. Et je crois qu'il faut évidemment continuer dans cette voie. Il faut continuer dans cette voie et approfondir aussi tous nos partenariats économiques, technologiques, estudiantins. Nous avons aujourd'hui une relation très très forte et elle doit se poursuivre. Est-ce que vous dites comme Emmanuel Macron que Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif ? Bien évidemment. Et ça implique quoi ? Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre solution diplomatique que d'avoir deux États aujourd'hui, avec Israël qui est la capitale de ces deux États. Mais vous voulez dire Jérusalem ? J'ai dit Jérusalem ? Vous avez dit Israël, la capitale de ces deux États. Jérusalem, capitale de ces deux États. Nous n'avons pas réussi à avancer sur la résolution du conflit palestinien. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que je vois quand même beaucoup de lueurs d'espoir. Je vois ces accords d'Abraham qui permettent aujourd'hui à Israël de nouer des contacts avec des pays avec lesquels il n'avait plus de relations diplomatiques depuis si longtemps. Je vois les choses qui avancent et je pense qu'elles avancent dans le bon sens. Alors l'actualité, Valérie Pécresse, c'est encore et toujours la guerre en Ukraine. Si vous êtes élu le 24 avril, est-ce que vous changerez quelque chose dans la stratégie de la France face à la Russie et face à Poutine ? Il faut maintenir des sanctions très fortes face à Poutine et aux oligarques. Il faut que nous soyons du côté de la liberté des peuples et du côté du peuple ukrainien. Et je crois que là-dessus, il y aura une vraie continuité de mon action en tant que présidente de la République. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se préparer à l'après-cessez-le-feu. Un jour, nous aurons un cessez-le-feu et ce jour-là, il faudra préparer une conférence de paix et de sécurité en Europe pour pouvoir garantir que ce qui est en train de se passer, cette effroyable guerre ukrainienne, avec des images que l'on n'avait plus jamais vues sur le continent européen, ne puisse plus se reproduire et puisse sécuriser évidemment tous les pays qui sont aujourd'hui frontaliers de la Russie et qui sont extrêmement préoccupés et inquiets des dérives du dictateur Poutine. Vous dites il y aura une continuité dans ce qui est fait. Ça veut dire que vous donnez quitus à Emmanuel Macron pour la stratégie qu'il a eue face à Poutine. Et mais malheureusement, moi, ce que je crois, c'est que on a agi trop tard pour prévenir cette guerre, et que Emmanuel Macron a malheureusement la France n'a pas perçu un certain nombre de signaux qui montraient la volonté de Vladimir Poutine d'aller au conflit avec l'Europe, avec la France. Je donne deux exemples. L'arrivée des milices Wagner en Centrafrique, puis au Mali, avec clairement la volonté de nuire aux intérêts de la France et de porter une guerre informationnelle contre la France, mais aussi la stratégie de chantage migratoire de la Biélorussie, soutenue en arrière-fond par Vladimir Poutine, qui visait à affaiblir l'Europe pour pouvoir nous mettre à genoux. Et ça, vous l'aviez vu à l'époque ? Il y avait des signaux faibles que les Américains avaient perçus et que, sans doute, nous n'avions pas perçus. Et je crois à cause des services secrets français ? Je crois que l'absence de relations diplomatiques vraiment soutenues entre la France et la Russie depuis 2019 et entre 2019 et 2021 fait que nous avons une réaction trop tardive. Je ne peux pas dire, et je n'aurais pas la prétention de dire que ça aurait tout empêché et que ça aurait empêché cette guerre, mais je le regrette. Et moi, présidente de la République, la relation avec la Russie sera une relation de puissance à puissance, mais extrêmement soutenue, et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Puisque vous parlez russe, comment on dit dictateur en russe ? Dictateur. Ah là là. Comment on dit ça ? Dictateur. Dictateur et paranoïaque ? Ah, paranoïaque, je sais pas dire paranoïaque. Fou. Comment on dit fou ? Soumassachul. Soumassachut ? Sachul. Est-ce qu'on pourrait pas choisir le mot On Soumassachut. Est-ce qu'on pourrait pas choisir le terme de Poutine pour désigner les mots dictateur, fou et paranoïaque ? Est-ce que Poutine n'est pas un dictateur fou paranoïaque ? Écoutez, aujourd'hui, il y a vraiment une dérive de Vladimir Poutine et je ne sais pas très bien comment les choses se sont passées, comment on est passé d'un dirigeant autoritaire, d'un dirigeant qui effectivement muselait son opposition à un homme qui aujourd'hui est prêt à utiliser des missiles supersoniques et à attaquer des hôpitaux dans lesquels il y a des enfants et des maternités. Ça veut dire, est-ce qu'on peut parler avec lui ? Est-ce qu'on peut avoir des relations avec lui comme si c'était quelqu'un de rationnel, Poutine ? De toutes les façons, la solution,
elle est diplomatique. Elle est diplomatique d'abord. Donc, il faut encourager toutes les médiations qui peuvent être aujourd'hui mises en place. Autre actualité, c'est les 60 ans de la signature des accords d'Évian, 19 mars 62. Comme Marine Le Pen, d'ailleurs, vous réclamez une autre date que le 19 mars pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie. Pourquoi et quelle serait la bonne date ? Je crois que cette date du 19 mars est celle des accords d'Évian. Oui. On les commémore. Très gaulliste. C'est une date qui est importante pour tous les appelés du contingent, parce que c'est la date de la démobilisation, c'est le moment où, effectivement, cette guerre militairement prend fin, mais c'est pas la fin du conflit et c'est pas la fin des massacres. Et donc il y a dans cette réconciliation des mémoires, et on le sait, celle des rapatriés qui ont dû choisir entre la valise et le cercueil, celle des harkis qui ont été abandonnés par la France et pour lesquels nous devons une réconciliation, une réparation. Et je le dis aujourd'hui. Alors quelle date ? Attendez. Ouais. Je le dis aujourd'hui, c'est très important parce qu'on ne peut pas faire la moitié du chemin vis-à-vis des harkis. Si on lance une procédure d'indemnisation, elle ne peut pas être limitée uniquement aux harkis qui ont été accueillis dans des camps de transit. Elle doit être ouverte à tous les harkis, à tous leurs descendants qui ont été abandonnés et qui ont un droit à une indemnisation de ce fait. Et donc, moi, je veux une vraie commission vérité et réconciliation. Et le jour où on aura fait cette paix des mémoires, le jour où on l'aura fait des deux côtés de la Méditerranée, parce que des deux côtés, c'est-à-dire pour avoir les archives du côté algérien. Parce que pour faire évidemment la paix des mémoires, il faut que on regarde la vérité en face en France, mais il faut aussi qu'on la regarde en face en Algérie. Et il faut à un moment donné que les deux pouvoirs avancent ensemble sur ce devoir de vérité. Date. Ce jour-là, eh bien, on trouvera une date qui sera une date. Non, je n'ai pas une date en tête. Je veux aujourd'hui simplement qu'on fasse la paix de toutes les mémoires. Et pour faire la paix de toutes les mémoires, on ne peut pas imposer une seule date. Mémoire toujours. Mémoire, histoire, actualité, commémoration. On a parlé des attentats antisémites de l'école Ozar-Hatar en début de cette émission. Que vous inspirez le fait qu'Éric Zemmour ait remis en cause la francité des enfants juifs assassinés il y a 10 ans à Toulouse et de leur père, Jonathan, Gabriel, Arié et Myriam, parce qu'ils ont été enterrés en Israël? J'ai trouvé ça abject. Oui. J'ai trouvé ça abject et j'ai immédiatement appelé Samuel Sandler pour lui dire que vraiment j'étais désolée que de telles paroles aient pu être proférées. Qu'est-ce que ça dit d'Éric Zemmour? Qu'est-ce que ça dit de sa manière de concevoir la République, les valeurs de la République et éventuellement la politique? Vous savez, le poète Jacques Prévert disait il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec des allumettes. Et le problème, c'est que Éric Zemmour se qualifie lui-même d'idéologue. Mais être président de la République, c'est avoir une grande humanité. Et comprendre avec son cœur aussi un certain nombre de situations. Et je pense que voilà, il ne faut pas théoriser, il faut avoir du cœur. Moi, je n'ai pas compris pourquoi Éric Zemmour a dit que Pétain avait sauvé les Juifs français. La Fondation pour le Mémorial de la Shoah m'a mis entre les mains le statut des Juifs annoté par Pétain. Durci de la main même de Philippe Pétain. Et de la même façon, je n'ai pas compris pourquoi il avait dit que personne n'était certain de l'innocence du capitaine Dreyfus. Et alors, c'est ce qu'il faut. Moi-même, j'ai inauguré il y a quelques mois un musée Dreyfus en Île-de-France pour lui rendre hommage dans la maison Émile Zola. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut être cultivé comme les Éric Zemmour et déformer, détourner l'histoire de France comme il le fait. On parle de révisionnisme, de négationnisme. Le grand rabbin de France, Rémi Corsia, il dit Éric Zemmour est certainement, évidemment antisémite, certainement raciste. Et vous? Écoutez, moi je n'injurie pas, je n'injurie personne parce que je ne connais pas au fond le fond de la pensée d'Éric Zemmour, mais ces paroles-là, ces paroles de mise en doute de l'innocence du capitaine Dreyfus, ces paroles sur Pétain, de réhabilitation de Pétain, ne sont certainement pas celles d'un gaulliste, d'un homme de droite tel que moi, je conçois la droite républicaine. Et si elles étaient prononcées par quelqu'un d'autre que lui, je pense qu'elles lui vaudraient sans doute des poursuites pénales. Et pourquoi par quelqu'un d'autre que lui? Je pense parce qu'il est juif? Oui, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui une certaine forme d'indulgence vis-à-vis de ces paroles, mais je pense que si elles étaient prononcées
financée par quelqu'un d'autre, elle n'y aurait pas du tout d'indulgence. Ça veut dire que le fait qu'il soit juif, ça le protège? Je n'en sais rien. Vis-à-vis de la justice? Je n'en sais rien, mais je remarque. Ce que je remarque, c'est que des paroles comme celle-ci ne devraient pas être prononcées dans la République. Ça veut dire que, par exemple, si Marine Le Pen avait prononcé ces paroles, si vous-même avez prononcé ces paroles, vous ne pourriez plus faire de politique. C'est ça? Je pense que je serais définitivement décrédibilisée pour présider la France. Alors, on passe à un autre thème d'actualité. Donc, les conséquences de la guerre en Ukraine. Est-ce que, comme l'a dit François Hollande, c'est sur Radio J, aujourd'hui même, la guerre en Ukraine rend obsolète tous les programmes, et faut-il se préparer, donc tous les programmes présidentiels, faut-il se préparer une potion amère à du sang et des larmes après la présidentielle? Ce que je crois, c'est que il va falloir reconstruire le pays. Parce que aujourd'hui, nous sommes en crise d'autorité. Nous n'arrivons plus à protéger. Indépendamment de la crise économique. Indépendamment de la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'efface pas les problèmes de la France, mais parfois elle les met encore plus vigoureusement en lumière. La crise d'autorité, la difficulté à protéger nos frontières, le fait que nous allons devoir nous réarmer militairement, le fait que nous allons devoir assurer notre souveraineté alimentaire, alors que Emmanuel Macron a accepté un projet de décroissance agricole en Europe, que nous allons devoir nous réarmer énergétiquement, alors qu'Emmanuel Macron, lui, pendant 5 ans, n'a eu de cesse que de démanteler notre outil nucléaire, que nous allons devoir remettre sur pied nos grands services publics, et je pense notamment à l'hôpital, je pense à l'école, que nous avons un problème de pouvoir d'achat qui est lié à l'absence de valorisation suffisante du travail, et que nous allons devoir faire plein de réformes pour pouvoir dépenser mieux l'argent et dépenser moins, parce que si on continue la spirale de la dette, eh bien nous aurons une faute morale vis-à-vis des générations futures. Tout ça, c'est pour cela que je propose un projet très construit pour rebâtir la France, et qui est un projet très réformateur. Alors justement, projet contre projet. Emmanuel Macron promet des réformes qui ont été a priori toujours voulues par la droite, celles sur les retraites, le travail, le RSA, et même l'entreprise, et même sur les successions dont vous avez vous-même parlé. Vous avez dit jeudi qu'Emmanuel Macron avait copié votre programme, mais n'est-ce pas quelque part donner raison à Zemmour et Marine Le Pen qui considèrent que vous et Macron c'est la même chose? J'ai jamais dit que Emmanuel Macron ait copié mon programme. Mon programme, il y a un fossé. C'est un peu ce que vous avez dit. Pas du tout. Il y a un fossé entre mon programme et le sien. Il est dans le déni sur l'autorité. Il ne propose rien pour lutter contre l'immigration incontrôlée. Ses propositions sur les baisses d'impôts sont 2 fois moins audacieuses que les miennes. Il ne propose aucune réforme de la sphère étatique, aucune réforme de l'assurance chômage. Et quand il essaye de copier sur notamment le RSA, en réalité, il copie mal, puisque moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait 15 heures de travail en contrepartie du RSA, mais obligatoire. Lui, il propose que ce soit volontaire. Ça veut dire qu'il ne changera rien. Et quand il dit qu'il va réformer les retraites, mais pour réformer les retraites, il faut savoir tenir face à la rue. Et vous avez vu Emmanuel Macron en Corse? Qu'est-ce qui s'est passé en Corse? Eh bien, moi, je suis favorable à un grand mouvement de décentralisation, parce que je pense qu'il faut faire confiance au territoire. Je veux la République des territoires. Mais Emmanuel Macron, lui, c'est parce qu'il y a, après 5 ans de mépris total des territoires et de la Corse, c'est parce qu'il y a des mouvements en Corse qu'il donne l'autonomie. Il donne l'autonomie sous la menace. Il ne tient pas face à la rue. Donc je ne crois pas qu'Emmanuel Macron fera la réforme des retraites, qui est une réforme qui nécessitera un grand courage. Donc le courage des réformes, c'est moi qui l'ai. Et j'ajoute, Monsieur Aziza, parce que c'est important, que sur la valorisation du travail, le programme d'Emmanuel Macron va beaucoup moins loin que le mien, puisque moi je propose d'augmenter de 10% les salaires, et je commence dès cet été 3% en juillet, avec un tiers des cotisations retraite supprimées, parce que je veux vraiment que le travail paye plus que l'assistanat. Donc Macron, Pécresse, c'est pas blanc bonnet, bonnet blanc. Absolument pas. Il y a un fossé entre nos 2 programmes, et il faut se méfier des contrefaçons, parce que même s'il reprend certaines de mes idées, qui sont des idées populaires, en réalité, il n'arrive même pas à les assumer. Donc, comme sur le RSA. C'est un copieur, vous dites un illusionniste, qu'est-ce que c'est encore, Macron? Moi, je pense que c'est surtout un caméléon, parce qu'il dit qu'il va faire demain le contraire de ce qu'il a fait hier, et je crois que personne, ça ne peut le croire. Et j'ajoute qu'il est dans le déni total de la crise d'autorité que traverse notre pays, et du besoin de réforme qu'a notre pays, parce qu'on ne peut pas laisser la dette monter jusqu'au ciel. Et Emmanuel Macron, malheureusement, continue avec l'argent magique,
public d'un programme non financé. C'est pour ça qu'il ne veut pas débattre. Il ne veut pas débattre parce qu'il ne veut pas être mis face à son bilan de la montée des violences, son bilan des frontières qui sont bafouées, son bilan des services publics qui sont à terre, son bilan de la dette qui explose, de la désindustrialisation. Il ne veut pas être mis face à son bilan et il ne veut pas non plus être mis face à un projet qui ne répondra pas à ces problèmes de la France. Oui, et vous dites d'ailleurs, son bilan, c'est son boulet, c'est ça ? Mais je le crois et c'est pour ça qu'il refuse le débat. Et alors, ok, vous parlez de la Corse un instant. Si vous êtes élu, c'est le 24 avril, est-ce que vous stoppez le processus devant conduire à l'autonomie de la Corse ? Mais moi, ce que je veux, c'est pas du tout un processus séparé pour la Corse. Ce que je veux, c'est une grande loi de décentralisation et de différenciation des territoires, parce que je pense qu'aujourd'hui, et on l'a vu pendant la crise Covid, il y a des doublons partout. Il y a des doublons partout et les Français ont besoin qu'on défende. Partout pareil. Non, du tout. Il faut faire partout en fonction des besoins du territoire. Et il faut enclencher ce grand mouvement de décentralisation que les Français appellent de leur vœu. Vous savez, s'il y a autant d'abstention, monsieur Aziza, c'est parce qu'on ne fait plus confiance aux maires, c'est parce qu'on ne fait plus confiance aux départements, on ne fait plus confiance aux régions, et que l'État fait 2 fois le travail. Et c'est pour ça qu'on est champion du monde des impôts, et que nos services publics, eux, ne sont plus champions du monde. Et comme il faut réparer l'école, et comme il faut réparer la justice, et comme il faut réparer l'hôpital, comme il faut éduquer, protéger, soigner, comme il y a 5 millions de Français sans médecin traitant aujourd'hui, comme l'école française est en train de devenir l'école la plus inégalitaire d'Europe, comme nous avons une justice noyée sous le poids des affaires non jugées, eh bien je le dis, il va falloir tout réformer, mais pour ça, il faudra faire mieux avec le même argent. Et c'est pour ça que je décentralise. Mais ça n'a rien à voir avec l'autonomie donnée face à la rue qui gronde. Retour sur votre campagne, Valérie Pécresse. On a l'impression que les grands élus ne se pressent pas pour vous soutenir, comme vous l'expliquez. Et il y a le cas de Nicolas Sarkozy, qui est ce dimanche aux côtés d'Emmanuel Macron à Toulouse pour l'hommage aux victimes des attentats de 2012, qui ne vous a pas encore apporté son soutien. Les photos, les images que l'on va voir à partir de cet après-midi dans les médias seront celles de Nicolas Sarkozy aux côtés d'Emmanuel Macron. Est-ce que quelque part, ça ne vous chagrine pas ? Avec aussi François Hollande. Je crois que c'est la place des anciens chefs de l'État. Nicolas Sarkozy était chef de l'État au moment de ces attentats. C'est normal qu'il prenne part à cet hommage. Moi, j'ai été très fière d'être sa ministre. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Mais aujourd'hui, la vraie représentante d'un programme de droite, fort, puissant, pour une France qui retrouve de l'ordre dans la rue, à ses frontières, qui reconstruit les services publics et qui réforme vraiment l'État, l'assurance chômage, le RSA et les retraites, ce programme, c'est le mien. Si vous et Nicolas Sarkozy si Nicolas Sarkozy devait apporter son soutien à Emmanuel Macron ou rester silencieux sur son choix, est-ce que vous prendriez ça pour une trahison ? Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut que je trace ma route. Et c'est ce que je fais. Tracez votre route, quelle que soit la décision de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, c'est entre moi et les Français. Et je veux les convaincre que le vrai programme de reconstruction de la France, c'est le mien. Est-ce que vous espérez qu'il peut encore vous soutenir en dépit, vous savez, des confidences qu'il avait livrées à certains journalistes, notamment au Figaro, qui n'étaient pas très aimables vis-à-vis de vous ? Écoutez, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que il faut que la droite, dont les idées sont majoritaires aujourd'hui dans le pays, puisse reprendre le pouvoir dans ce pays qui a tellement besoin de souveraineté, d'ordre et de liberté. Et je crois vraiment que Emmanuel Macron n'étant pas de droite, Emmanuel Macron étant dans le zigzag, Emmanuel Macron étant dans le plaire plutôt que dans le faire, c'est pour moi aujourd'hui que les Français qui veulent un vrai projet de droite doivent voter. J'ai noté ce que vous avez dit, je veux tracer ma route. Ça veut dire qui même me suivent. Et ceux qui ne veulent pas me suivre, tant pis, je ferai sans eux. Et je ferai sans Nicolas Sarkozy. Écoutez, je veux convaincre, et c'est aujourd'hui, j'ai 3 semaines pour convaincre. Vous avez 3 semaines pour convaincre. Gérard Larcher, votre ami Gérard Larcher, il a déclaré que s'il n'y avait pas de campagne, la question de la légitimité du président élu se posera. Et vous avez semblé participer à ce procès en illégitimité d'un Emmanuel Macron réélu, en jugeant, je vous cite, démocratiquement très dangereux, l'absence de débat. Pourquoi ? Pourquoi cette déclaration de Gérard Larcher ? Pourquoi la vôtre ? Est-ce que quelque part, c'est pas anti-républicain ?
Non, mais je crois que nous avons aujourd'hui une guerre sur le continent européen. Cette guerre est évidemment un phénomène extrêmement grave et qui focalise beaucoup l'attention des Français. Mais je sais aussi que le 10 avril, ce qui va se jouer, c'est le destin de la France. Et qu'il y a 2 sujets. Est-ce que nous allons rester une grande puissance? Et donc, est-ce que nous avons le courage des réformes pour rester cette grande puissance et pas se surendetter et pas léguer à nos générations futures un fardeau qui se transformera en impôt demain et qui se transformera en impuissance? Ou bien, et la deuxième question, est-ce que nous serons encore une grande nation, unie autour des mêmes valeurs, de la même fierté, de la même histoire de France? Et vous savez ce qu'avait dit Gérard Collomb quand il a démissionné de son ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, en France, nous vivons côte à côte. J'espère que demain, nous ne vivrons pas face à face. Et cette nécessité de refaire nation, elle nécessite d'être extrêmement lucide sur ce qui est en train de se passer. Et notamment extrêmement lucide sur les questions de l'islamisme et de la lutte contre l'islamisme. Et aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement n'a pas pris la mesure d'un certain nombre de ces sujets. Et moi-même, je présenterai une grande loi constitutionnelle pour faire des quotas migratoires et reprendre le contrôle de nos frontières avec tous les clandestins dehors et 0 visa pour les pays qui ne les reprennent pas. Et je mettrai en place aussi toutes les mesures que le Conseil constitutionnel n'a pas souhaité mettre en place s'agissant de la protection de la France contre l'islamisme. Je veux que les terroristes qui sortent de prison puissent avoir des peines de rétention parce qu'ils sont dangereux pour la société. Je veux que quand on consulte habituellement des sites djihadistes, ça puisse être considéré comme un délit. Aujourd'hui, vous me parlez d'antisémitisme. Et moi, je vous réponds, mesures fortes pour lutter contre la montée de l'islamisme et permettre vraiment de lutter contre tous les signaux faibles de radicalisation. Et aujourd'hui, ces sujets sont en train de passer au deuxième pas la plan. question, c'est mais si, c'est la question. Larcher. La question que pose Gérard Larcher, elle est celle-là. C'est on ne peut pas occulter, parce qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe, un certain nombre de sujets qui sont clés pour l'avenir et le destin de notre pays. Mais il a parlé de la légitimité du président élu, du candidat élu du prochain président de la République. Mais est-ce que quand on est 3e personnage de l'État, on peut se permettre ce genre de déclaration? Est-ce que c'est pas anti-républicain? Est-ce que Emmanuel Macron, quand il dit un président du Sénat ne devrait pas dire ça, n'a pas raison? Mais un président de la République devrait accepter le débat. Mais il devrait accepter le débat. Non, il n'accepte plus le débat. On a eu droit à un simulacre de débat sur TF1 où on n'a parlé que de la guerre en Ukraine. On n'a absolument pas parlé des sujets dont nous venons de parler entre nous là aujourd'hui. On n'a pas parlé de ces sujets d'autorité. On n'a pas parlé des sujets migratoires. On n'a pas parlé de l'intégration. On n'a pas parlé de la destruction des quartiers ghettos qui sont aujourd'hui des quartiers d'enfermement. On n'a pas parlé de comment est-ce qu'on gérait cette dette abyssale, de comment on finançait les projets. Madame Le Pen, c'est Madame 200 milliards, Monsieur Zemmour, c'est Monsieur 140 milliards, promettent tout à tout le monde. On n'a pas parlé du destin de la France. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas de débat... Les Français ont le droit à ce débat. Ce serait très irrespectueux vis-à-vis d'eux de ne pas leur permettre ce débat. Sinon, le président élu, éventuellement Emmanuel Macron, ne sera pas légitime? Il y aura dans la société française une frustration. Et vous savez très bien, Monsieur Aziza, que l'abstention massive que nous connaissons en France est aussi le symbole d'une désaffection démocratique. Mais cette vie démocratique, il faudra la faire vivre. Et moi, je veux la faire vivre. Et la faire vivre, c'est pas trier sur le volet 200 Français pour répondre à des questions qui ont été préparées à l'avance. Mais alors, quand Gérard Larcher parle comme ça, quand vous parlez comme ça, on a l'impression que vous avez déjà intégré votre défaite. Non, au contraire. J'ai intégré le fait que il faut que les Français ouvrent les yeux dans ces 3 prochaines semaines. Et que dans ces 3 prochaines semaines, ce qui se joue, c'est le destin de la France. Et qu'ils ont quelque chose d'inestimable dans leur poche. Ils ont un bulletin de vote. Et que ce bulletin de vote, ils peuvent l'utiliser pour dire aujourd'hui, on veut une autre politique. Quand vous dites frustration, risque de frustration, c'est pas quelque part, comme l'avait fait Jean-Luc Mélenchon en 2017, un appel à l'insurrection? Pas du tout. En cas de victoire de Emmanuel Macron. Moi, je fais partie d'un parti de gouvernement. Mais je le dis aux Français aujourd'hui, ne pensez pas que le destin de la France, c'est secondaire. Il y a la crise en Ukraine, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre à nos portes, mais l'avenir de la France, les réformes qu'il faut pour la France, le retour de l'autorité en France, la réparation de nos grands services publics, le retour vers l'emploi, la valorisation du travail, la fin de l'assistanat, tout ça, c'est des sujets qui ne sont pas mineurs
et c'est dans 3 semaines que le destin de la France se décide. Au passage, vous avez annoncé hier sur France 2 que vous envisagez de nommer le général Pierre de Villiers, ministre de la Défense. Non, absolument pas. Attendez, laissez-moi vous poser la question. Non, mais monsieur Teddy Riner, ministre de la Justice, absolument pas. De la Jeunesse. Non, c'est complètement faux. Ce qu'on m'a demandé sur France 2, c'est des personnes qui ne partagent pas vos opinions. Vous pourriez travailler avec elles. Ça n'était absolument pas un gouvernement que je proposais. Et les personnes que j'ai citées sont des gens qui ne partagent pas et en tout cas, mes convictions. Ils vous ont dit. Mais Léla Slimani. Mais non, mais attendez. Ouais. Ce n'était pas. Il y a eu une fausse instrumentalisation, une fausse polémique sur ces réponses. Je n'ai absolument pas présenté le moindre nom de mes ministres de gouvernement. Mes ministres de gouvernement viendront pour faire les réformes que j'aurais présentées. Et là, on m'a juste demandé, est-ce qu'il y a des gens dans la société civile avec lesquels vous pourriez travailler? J'ai donné les noms. Voilà, des noms de gens avec qui je pourrais travailler. Et eux, ils disent non, c'est pas grave pour vous. Hein, ils disent, mais parce qu'ils n'ont pas compris la question. J'ai pas proposé qu'ils soient membres de mon gouvernement. J'ai juste dit que c'était des personnalités avec lesquelles je pourrais travailler. 2 minutes encore et c'est la fin de cette émission. Les sondages vous placent en 4e ou 5e position, entre 10 et 12%. Est-ce que ce n'est pas dur à assumer, Valérie Pécresse? Est-ce que quelque part, ça ne vous déprime pas? Aujourd'hui, vous savez, je suis une femme endurante et courageuse. Et pour être président de la République, il faut, paraît-il, ne pas avoir une seule once de son corps sans cicatrice. Donc là, je n'ai plus une seule once de mon corps sans cicatrice, mais je continue de porter mon projet parce que je sais que c'est le bon projet pour la France et que derrière, il y a une équipe de gouvernement pour le porter, avec un François Baroin, avec un Xavier Bertrand, avec un Éric Ciotti, avec un Michel Barnier. Il était à mon meeting de Brive, avec un Christian Jacob, avec une Annie Genevard, une Florence Portelli, une Agnès Evren. Nous avons aujourd'hui une vraie équipe de France pour gouverner. Eh bien, il me reste 3 semaines pour convaincre. Et c'est pour ça que je suis chez vous ce soir. Convaincre que le destin de la France se joue le 10 avril. 2 dernières questions. La donne politique aura sans doute changé, totalement changé au lendemain de la présidentielle, quel que soit le président ou la présidente élue, dans un contexte de crise internationale avec des conséquences économiques de grande ampleur et de montée de l'extrême droite. Est-ce que l'unité nationale ne sera pas inévitable? Est-ce que le président, la présidente élue, le 24 avril, pourra faire comme Jacques Chirac l'avait fait en 2002, c'est-à-dire rester enfermé avec son propre camp? Ce que je crois, c'est que les réformes que nous devons faire pour le pays sont des réformes qui devront être très courageuses, que ce soit sur les retraites, sur l'assurance chômage, sur l'État, sur la décentralisation, que ce soit retrouver notre souveraineté énergétique, retrouver notre souveraineté alimentaire, retrouver notre souveraineté militaire, sur toutes ces réformes, remettre de l'ordre à nos frontières, remettre sur pied notre justice. Toutes ces réformes-là, elles nécessiteront un immense courage et un immense talent. Et donc, il faudra des personnalités extrêmement déterminées pour le faire. Et j'espère trouver auprès de moi des personnalités qui auront ce courage. Unité nationale ou pas? Des personnalités qui viendront pour faire ce projet et qui seront convaincues par ce projet. Alors, vous attaquez beaucoup Emmanuel Macron, et c'est même votre cible numéro 1, si je ne me trompe pas. Non, je crois que j'ai dit à de nombreuses reprises que les extrêmes étaient totalement décrédibilisés par un programme qui amènerait la discorde et surtout l'impuissance dans le pays, parce que leurs solutions ne sont pas les bonnes. Les bonnes sont les miennes, et j'ajoute que c'est un programme de faillite, parce que, je vous l'ai dit, Madame 200 milliards, c'est Marine Le Pen, Monsieur 140 milliards de dettes, c'est Monsieur Zemmour. Mais j'avais pas terminé ma question. Pourtant, Emmanuel Macron, il envisage de faire de vous sa ministre, voire sa première ministre. C'est le baiser de la mort ou c'est une initiative républicaine? Mais écoutez, on ne peut pas à la fois critiquer mon projet et en même temps proposer des postes ministériels. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a un fossé entre mon projet et celui d'Emmanuel Macron, et que moi, présidente, je ne pourrais pas le nommer ministre, puisque ministre de l'Intérieur, avec 32% de hausse des violences, ministre de l'immigration avec 272 000 visas délivrés cette année, ministre de l'environnement avec la France condamnée pour inaction climatique, ministre des finances avec 1000 milliards de dettes supplémentaires. Il ne pourrait pas faire mon projet. Mais si c'est lui qui vous Il ne pourrait pas faire mon projet. Mais aujourd'hui, attendez. Aujourd'hui, c'est lui qui apparaît comme le favori de cette élection. Mais monsieur Aziza, c'est lui qui peut vous le proposer. C'est non. Aujourd'hui, je suis là devant les Français pour être présidente de la République et porter un projet de rupture franche, un projet de droite assumé, un projet qui rétablira l'ordre, la liberté et la dignité des Français. Donc ça veut dire que vous ne pourriez pas être l'Édouard Philippe ou le Jean Castex d'un président Macron nouvellement élu. Monsieur,
Vous ne pouvez pas reposer 4 fois la même question et avoir 4 fois la même réponse. La réponse aujourd'hui, c'est je veux être présidente de la République et porter un projet de rupture à Emmanuel Macron. Et il vous reste 3 semaines. Et il me reste 3 semaines. Merci en tout cas Valérie Pécresse d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci Monsieur Aziza.